Je suis super content d'être ici chez Mammouth avec Luc et Martial pour lancer un nouveau type de vidéo, des interviews produits GenAI. L'objectif de ces vidéos, c'est de faire des rex avec des gens qui font des applications motorisées par les LLM et donc avoir des vrais retours d'expérience de doueurs. Pourquoi solliciter un LLM moins puissant quand on en a un plus puissant? Finalement, ce qu'on veut, c'est quand même la performance. On a besoin de quelqu'un qui réfléchisse vraiment à l'architecture. D'avoir un seul assistant avec un seul avis sur sa requête, Ouais, on va avoir plusieurs avis. L'idée de parler de produits GenAI, qu'est-ce que ça implique de faire des assistants, des agents conversationnels et les enjeux techniques que ça a derrière, de travailler, de répondre à ces côtés conversationnels, mais également travailler avec des LLM. Et on a de la chance parce que là, on a un binôme parfait. Donc on a Luc, Merci. le CEO, qui est le PO de Mammouth AI, et on a Martial, qui est le CTO. Donc on a les deux casquettes, les deux profils, c'est fabuleux. Et donc je suis vraiment content que ça se fasse avec Mammouth, puisque vous êtes une jeune start-up française, Oui. vous avez 2 mois, On a 2 mois d'existence. J'ai eu l'occasion de l'utiliser pendant 2 semaines maintenant, et il y a vraiment des super features hyper intéressantes sur la partie idéation, recherche, et également génération d'images, donc c'est assez cool, je suis vraiment content. Merci. En termes d'organisation, on va le faire en 3 temps. D'abord, on va vous présenter, je vais présenter l'équipe, présenter le projet, ce que vous voulez faire avec Mammouth AI. Ensuite, on va avoir un petit focus produit avec Luc. Ensuite, on va voir les enjeux techniques que ça incombe avec Martial. Et pour finir, conclure, on va parler des next steps. Et je crois que Luc, tu nous réserves une petite surprise pour la fin. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Mais avant de se lancer, on va aller faire un petit pitch elevator. Présentez-moi le projet Mammouth en 30 secondes. Complètement. Alors, Mammouth, c'est la plateforme qui réunit les meilleurs modèles de GenAI du moment dans une seule interface pour 10 € par mois. Et donc, parmi ces meilleurs modèles actuellement, on a GPT, GPT-4o, Claude 3.5, Llama 3.1, Mistral Large, côté texte. Et côté image, vous avez Midjourney. Donc là, on est assez fiers parce qu'on est les seules interfaces à faire Midjourney, ainsi que DALL-E, Stable Diff et Flux. Génial, super. Et je peux dire que d'avoir Midjourney comme ça à portée de clic, c'est assez C'est vrai que hyper c'est pratique. pratique, Nous, on super l'utilise sympa. très souvent. Ouais. Et le fait côté d'avoir tous ces LM en même temps, vraiment, ça permet de faire plein d'expérimentations, plein de recherches, ça permet de fournir plein d'idées, donc c'est super génial. Prompter sur Mammouth AI une même requête demandant un mammouth qui nage le crawl pendant les Jeux Olympiques à 3 modèles d'images différents, donc à Stable Diffusion, DALL-E et Midjourney. Voici pour commencer la réponse de Stable Diffusion qui nous a dessiné un énorme mammouth dans une piscine. On voit le public derrière, on devine une scène de spectacle, un stade probablement olympique du coup. La réponse de DALL-E et enfin la réponse de Midjourney. Alors, Midjourney, ils font 4 images. On choisit la préférée. Moi, je préférais la première, donc j'ai demandé l'agrandissement de la première. On va présenter l'équipe, chacun votre tour, présenter un peu votre parcours rapidement, comment votre rencontre et comment vous en êtes arrivé à cette idée de Mammouth AI. Bon, on se présente après notre rencontre. Ouais. Et du coup, moi, Luc, je viens du produit. Donc, j'ai bossé dans plusieurs entreprises en CDI, en product management. Et j'avais aussi monté une première expérience entrepreneuriale à la sortie d'école dans le tourisme. Mon premier contact avec l'intelligence artificielle, c'était chez Job Teaser, un site de recrutement, où on avait construit avec les équipes de data science un produit de matching entre les offres et les CV. Le but étant de pouvoir recommander les meilleures offres aux étudiants et les meilleurs CV aux recruteurs. Et ensuite, j'ai pu bosser dans le retail et dans la traduction, où également l'IA est un grand sujet. Et donc aujourd'hui, et voilà, et donc c'est lancé dans Mammouth. Alors je laisse Martial peut-être, et après je dirai comment on s'est rencontrés. Oui, alors moi je suis un software engineer. Ce que je fais là où j'ai un edge, disons, comme on dit dans le milieu des startups, c'est dans le web. J'en fais depuis très petit, développer des sites web, etc. J'en fais depuis que j'ai 14 ans, je crois. Voilà. Donc, je me suis toujours intéressé à ça. Et j'ai bossé dans vraiment différents milieux. Donc, vraiment, j'ai fait du game dev, de la blockchain, Pardon, j'ai bossé dans une boîte de télécommunications aussi. Donc, j'ai fait vraiment des domaines très différents, mais l'un des trucs qui était constant dans mon expérience, c'était vraiment le web development. Et alors là, quand j'ai vraiment commencé à faire de l'IA, on appelait ça la data science
dans le début des années 2010. C'était chez Total, en fait. J'ai été accepté chez Total à la suite d'une sorte de concours entre étudiants où ils nous filaient. Donc j'adorais l'idée. C'était à la mode Facebook qu'on a eu dans le film avec la tequila et tout ça. Alors c'était un peu ça, mais un peu plus français, éducation. Il y avait l'alcool en moins, disons. Et en fait, c'était très très cool. Moi, j'adorais l'idée. C'est Total qui nous fournissait des données anonymisées sur ces puits. Et il fallait trouver un modèle qui, à partir de ces données, détermine lequel va produire le plus de pétrole. Donc c'était vraiment quelque chose de génial comme ça. Et il m'avait offert un stage parce que j'avais bien performé. C'est marrant parce que mon beau-père bosse là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la data science. Et donc maintenant, pour parler plus de Mammouth, donc Mammouth AI, donc nous on s'est rencontrés avec Luc dans le cadre du programme Antler, donc c'est un programme d'entrepreneurs. C'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé de créer ce projet. Voilà, donc ça c'est un peu les origines du projet. Super. Alors au début, on était parti sur un autre projet. Ouais, rien à voir. Donc comment vous en êtes arrivé au Mammouth AI dans la proposition de valeur actuelle? Alors on avait déjà l'envie donc d'aller sur les LLM, sur l'intelligence artificielle, la Gen AI, parce que question de timing et puis question d'intérêt et d'expérience précédente. Par contre, au début, c'était le local LLM qui nous a attirés, donc c'était la première direction. Là, il y avait déjà eu cette grosse vague de LLM, donc c'était en 2024. C'était ça qui vous a motivé pour le faire ou vous auriez pu faire de l'IA? En fait, on voulait bosser dans la Gen AI. Donc ça, je pense que c'était ça notre point commun à tous les deux, c'est on se disait on veut bosser là-dedans. Vous en aviez déjà fait? La Gen AI, moi non. En fait, je découvre, depuis l'année dernière, je découvre. Ok. Je connais ChatGPT comme tout le monde. Je connais ChatGPT comme tout le monde, voilà. Ah non, ouais voilà. La Gen AI, purement les LLM, je connaissais pas avant l'année dernière. Okay. Ouais, c'était vraiment le machine learning, les produits sur lesquels on avait bossé avant, tout ce qui était, mais pas la Gen AI LLM. Ça, j'étais conscient depuis un moment de la présence de l'outil. Il y a eu GPT-3. GPT-3 est sorti, mais il a pas eu le même impact 3.5 et ChatGPT. Ouais. Mais ça existait. Enfin, j'en entendais parler déjà. Mais pas avec la même intention. D'accord, donc il n'y avait pas plus, au-delà du lancement de Mammouth AI, il n'y avait pas plus d'expérience que ça sur des produits GenAI, des projets GenAI? Non, pas tant que ça. On a appris très vite. D'ailleurs, Martial un peu plus que moi parce que c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille en présentant Ollama. Et à ce moment-là, toi, tu avais quand même vraiment toi, tu étais conscient de toi, tu savais ce que c'était qu'un LLM. Moi, je ne savais pas bien. Et en fait, je pensais que c'était quelque chose en ligne qui se nourrissait, par exemple. Et il y a encore beaucoup de gens qui sont convaincus que les LLM apprennent de nos requêtes et qu'ils apprennent en temps réel et qu'ils éditent, etc. Et en fait, l'avantage du local LLM, c'est que ça fait réaliser que c'est un outil que tu peux télécharger, mettre sur ton ordi, faire tourner en local. Et qu'en fait, c'est comme un logiciel de jeu vidéo ou un logiciel quelconque. Il se télécharge indépendamment, on sollicite. Ouais. Et en fait, tout le reste, c'est des choses à construire autour. Donc, si on veut qu'il aille sur le web, il faut construire des choses autour. Si on veut qu'il se connecte à des fichiers, etc., il faut construire des outils autour. Et donc ça a permis de conscientiser que c'était pas une intelligence qui se nourrissait de ce qu'on lui disait, mais que c'était bien un logiciel qui était entraîné pendant des années, pendant un temps très long, et qu'ensuite était indépendant. Et de la même manière qu'on met du temps à développer un jeu vidéo, et après on télécharge. Même vous qui avez une expérience dans l'IA, vous aviez un peu ce côté, imaginez ce côté un peu magique du LLM qui apprend en l'utilisant. Alors qu'en fait, c'est une fois que vous y êtes mis, vous vous êtes rendu compte que c'était pas le cas. C'était pas ça. Et comme a dit Luc, ce qui nous a plu, on voulait faire un truc local, vraiment quelque chose sur l'ordi. Donc on s'intéressait à des plus petits LLM parce que c'est quelque chose de très lourd qui peut pas tourner sur l'ordi de Monsieur Tout le Monde. Donc c'était vraiment notre premier focus, c'était ça. C'est toujours quelque chose que je trouve très intéressant et qui rejoindra sans doute Mammouth à un moment, mais pas immédiatement vu qu'on est parti sur quelque chose d'un peu plus lourd, sur des modèles plus lourds qui peuvent clairement pas tourner sur la machine. Et pourquoi cet attrait pour le côté local? Parce que assez naturellement, quand j'entends ces poids, les API et tout ça, parce que finalement, ChatGPT, c'était des API. Au début, avant qu'il fasse ChatGPT. Le côté, ça nous appartient, c'est privé complètement. C'est peut-être ça qui nous attirait, je pense. Oui, il y avait la privacy. Puis c'était aussi de découvrir ce qu'on pouvait, voir s'il y avait des applications qui pouvaient être utiles. Alors c'est aussi hors ligne, donc du coup ça peut s'intégrer dans l'ordinateur, etc. C'est vrai que c'est hors ligne.
En tout cas, c'était la première piste, mais on a dû l'écarter assez rapidement. Justement, peut-être les raisons qui font qu'on n'est pas dessus, peut-être ce que vous avez déjà en tête. Mais la première, c'est qu'en fait, en termes de performance, on a quand même une différence de performance qui est non négligeable. Et en fait, pourquoi solliciter un LLM moins puissant quand on en a un plus puissant? Finalement, ce qu'on veut, c'est quand même la performance. Et ensuite, en avril, venait de sortir le modèle Claude 3 Opus, qui avait fait un sacré buzz, puisqu'il performait mieux que GPT-4o, et c'était la première fois qu'on annonçait qu'un LLM n'était pas juste moins cher et open source ou local, mais en plus, il était plus performant. Et dans la foulée de ça, au même mois d'avril, il y a eu Llama 3 qui est sorti, avec cette fois de l'open source, et Mistral large. Et donc là, on a compris que quelque chose avait changé. Avant, on avait un leadership inconditionnel de GPT-4, de GPT et les autres qui faisaient des choses qui étaient très bien, mais parce que moins cher, parce que plus privé, etc., mais moins performantes. Et maintenant, en fait, non. Le monopole de la performance n'est plus chez OpenAI. Il reste évidemment... Et on le ressent de plus en plus dans le peloton de tête. Il y a Gemini, etc., qui sort des gros modèles, etc. Oui, et d'ailleurs, dans l'image, ce n'est pas OpenAI qui a le monopole, on le voit avec Midjourney et Flux. Sur la partie image, carrément. Ouais. Après, parler de monopole, ils ne sont plus hégémoniques. Ils sont plus. Après, voilà, c'est ça, mais... Il y a game, c'est-à-dire qu'en fonction peut-être des besoins, on va peut-être reparler de votre fonction de reprompting qui est vraiment un différenciateur de la plateforme. Mais effectivement, on voit qu'il y a des avantages et des inconvénients les uns des autres, et c'est assez intéressant d'aller les chercher, ces différents... Oui, il y a cet aspect découvrir ce que font les uns et les autres qui est intéressant. Et c'est vrai que c'est la grosse tendance du moment de se dire bah non, il n'y a pas que ChatGPT, il n'y a pas que OpenAI, on peut construire des choses avec d'autres solutions. Heureusement d'ailleurs, parce qu'un tel outil qui va changer tellement nos vies, parce que c'est aussi, on y croit, on sait que ça va avoir un impact énorme. Heureusement qu'il n'est pas entre les mains d'un acteur. C'est assez rassurant aussi. Et là, on a beaucoup de chance. D'ailleurs, on a beaucoup de chance avec Mistral parce que c'est quelque chose. On aurait pu l'Europe, en tout cas, aurait pu passer complètement à côté. Et on a ces gars-là qui ont créé Mistral. C'est quand même une chance. Et du coup, voilà, l'acte de naissance, c'est maintenant qu'il y a plusieurs modèles très performants au sommet de l'IA. Qu'est-ce que ça change en termes produits? Qu'est-ce que ça change dans ce qu'on peut donner aux utilisateurs qui utilisent au quotidien un agent conversationnel? Et c'est là qu'on a lancé Mammouth. Et qu'on a commencé par ce produit dont on va parler. Voilà, du coup, c'est ce que j'allais dire. On va transitionner sur la partie produit avec toi, Luc. Là, on parle d'accéder à tout un tas de modèles. Souvent, en tant que développeur, on accède aux API et on construit des produits. Là, l'enjeu est différent. C'est que vous faites un assistant conversationnel sur lequel on peut converser avec différents LLM derrière. Et donc, pourquoi ce choix de produit-là? Pourquoi, quand tu as choisi le fait que c'était ça qui était intéressant à développer dans cette dimension multi-LLM? C'est au lieu d'avoir un seul assistant avec un seul avis sur sa requête, on va avoir plusieurs avis. Et du coup, s'ils disent la même chose, on est rassuré. S'ils disent des choses très différentes, on se pose des questions, etc. Et on est beaucoup plus serein de ce qu'on en tire. Un autre avantage, c'est qu'il y a effectivement une phase de discovery des outils que nous, qu'on simplifie en fait, tout simplement. Parce qu'on peut tous les tester au même endroit. Donc ça, c'est vraiment... ça, je trouve que c'est quand même important. Parce qu'il y a des modèles qui sortent un peu... Enfin, surtout des nouveaux modèles qui sortent de partout, un peu tout le temps. Ça permet de découvrir des nouveaux modèles, de tester, voir si ça vaut le coup d'aller vers l'un ou l'autre. Oui, les utilisateurs de Mammouth ne passeront pas à côté d'un gros modèle qui est vraiment important. Après, sur le côté qualité des LLM, je pense que ça permet de créer des convictions propres. Parce que je partage pas complètement ton avis. Toi, tu préfères GPT. Et je préfère ChatGPT. Je l'ai fait dans des projets où j'ai fait justement des comparaisons aussi bien avec l'évaluation sur le côté RAG entre les différents LLM. Donc, il y avait Anthropic, Mistral et ChatGPT. D'accord. Et là, c'est ça que j'ai trouvé super. J'ai utilisé Mammouth et du coup, j'ai pu en tester plein d'autres. Donc, j'ai Gemini que je n'avais pas encore eu le temps de complètement tester. Llama également, et justement pour préparer cette interview, faire de la recherche et tout ça, j'ai justement reprompté sur les différents trucs, et je pense que c'est là aussi c'est intéressant, c'est de voir que les convictions personnelles de chacun en sont fonction challengées. Il y a la qualité de la réponse, le contenu, et là je trouve que c'est vrai que c'est super intéressant parce que Mistral, Anthropic, GPT vont apporter des points de vue différents parce qu'ils n'ont pas le même dataset d'apprentissage et il y a des trucs qui ressortent.
d'un point de vue style, qualité, je dis qu'il y a débat. Il y a débat. Moi, j'ai trouvé, mais encore une fois, vous levez personnellement... un point qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'évaluation objective, c'est Ouais. ce qui respecte mes consignes dans mon prompt. Et maintenant, de plus en plus, c'est plus l'évaluation objective qui prime, et on pense que ça va encore aller dans ce sens-là, ça va être l'évaluation subjective. C'est-à-dire que vous allez préférer le style de Ouais, tel en fait, élément. comme on préférerait quelqu'un, voilà, le discours de quelqu'un à un autre, en fait. Exactement. Et donc, le goût de Martial n'est pas forcément le goût de Pierre, et c'est pas forcément le mien non plus, parce que moi, je partage pas non plus le fait que Claude est systématiquement le meilleur. Je trouve qu'il est très bon. Il est très bon, mais il est très bon, et c'est ça qui permet vraiment de voir qu'ils sont tous très bons en fait. Ouais. Exactement. Et moi, c'est peut-être un autre sujet de vidéo sur le côté, mais il y en a qui sont... on parle beaucoup des benchmarks, notamment sur la partie connaissances. Ils sont tous des connaissances monstrueuses, mais quand tu utilises les différents LLM, il y a la capacité à suivre les directives et produire ce que toi tu attends en fonction de tu l'apprends. Et là, sur la partie plus développement, je trouve que perso, ChatGPT et Mistral suivent beaucoup mieux les directives que les autres. Anthropic, qui suit bien, mais il faut avoir un style Anthropic. Tu es un utilisateur de Mistral. Je vais vous donner, plutôt que de vous donner notre avis personnel qui est comme ça, je peux vous donner l'usage. En fait, maintenant, chaque mois, on regarde la popularité de chaque LLM sur notre plateforme. Donc, c'est par rapport à tous nos utilisateurs, quel modèle. Sur la plupart des analyses, on s'attendrait à un modèle Power Law où on aurait 80% utilisent tous le même et puis il y en a 20% qui utilisent les petits. Là, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on observe qu'il y a une répartition très équilibrée entre les LLM qu'on a sélectionnés, donc les 5. Alors, il y en a 3 qui sont au-dessus aujourd'hui. En ce moment, c'est Llama. Notamment parce qu'il y a eu le nouveau modèle qui est sorti, c'est Anthropic et c'est GPT. Et un petit peu derrière, mais pas très loin derrière, vous avez Mistral. En tout cas, et Gemini. c'est pas négligeable. Enfin, c'est derrière, mais c'est pas négligeable. C'est quand même une utilisation. Et tous ces LLM ont Mistral, tous plus de Gemini. 10%. Font plus, il n'y en a pas un à 3% des usages. C'est tous plus de 10%. C'est vrai que c'est sympa, ça. Et donc, cette répartition qui, du coup, on montre qu'il y a une dimension subjective et qu'on ne peut pas se dire il y en a un qui surpasse et les autres qui sont là au cas où, pour tester ou pour le fun. Et c'est pareil sur les images. Sur les images, c'est la même chose. Alors, il y a une domination là, c'est Midjourney qui arrive en tête, avec une avance non négligeable, mais reste qui est de. Voilà, il doit avoir peut-être 45%. C'est super intéressant. Voilà. Et après, tu vois les vagues. C'est-à-dire que quand il y a des nouveautés, LLM, les gens ils ont l'opportunité Exactement. de tester. Et ça, c'est super. C'est-à-dire, ok, Gemini, trop bien, tout le monde en parle. Lama 3.1, je crois que c'est ça, 3.1. Ouais. Tout le monde en parle. Tu as le temps de voir, est-ce que c'est Exactement. utilisable, est-ce que c'est mieux pour mon usage ou pas en termes de connaissances. Et l'autre élément que je pense va être hyper important sur le côté multi-LLM, c'est qu'en fait, en fonction de l'origine des fondeurs, donc que ce soit Meta, que ce soit Google, que ce soit ChatGPT ou Mistral ou Anthropic, on va avoir des spécialisations plutôt sectorielles. On peut imaginer qu'un Google ou un Meta sont plutôt marketing web, parce qu'avec du retail, du grand public et tout ça. On va avoir par exemple du Anthropic qui est très corporate. On va avoir adressé à un public qui est plus comme ça. Peut-être comme Mistral qui va peut-être avoir des connaissances ou de la spécificité plutôt européenne, peut-être au général, et GPT qui répond à tous les cas d'usage. Voilà. Donc, et le fait de voir justement ça, que finalement on imaginait les modèles LLM qui sont en capacité de tout prendre, tout faire, tout répondre, je pense que cette spécialisation sectorielle du fait de la data dont ils disposent, que Meta ça va être Facebook, c'est vrai. Google ça va être les données web, le search et tout ça, en fait ils vont entraîner leur modèle de façon différente et aussi répondre à des cas d'usage qui sont différents. Et à mon avis c'est vraiment une tendance à suivre là-dessus. En plus surtout que on ne peut le savoir qu'à l'usage parce que ils ne nous diront pas exactement sur quelle données ils entraînent, parce que même Llama qui a tout open sourcé ou presque, ce qu'il ne dit pas, c'est quelle donnée, le dataset. La secret sauce, c'est la data. Quoi. Donc voilà. Je ne sais plus lequel disait, si c'était Meta ou autre, qui disait qu'en fait les benchmarks actuels sur lesquels on évalue, où ils sont tous en train d'être au top se regrouper au top du sommet, c'est que ça évalue sur des jeux de test, des benchmarks sur des connaissances généralisées, scientifiques et autres. Mais en fait, ils ont assimilé tellement de connaissances et tellement de choses qu'en fait, ce benchmark n'est plus trop représentatif. Et en fait, c'est pas que ça les capacités LLM, les capacités à suivre les instructions, leur utilisabilité, leur style et tout ça. Et moi, ce que je dis sur la chaîne depuis le début, c'est que c'est hyper essentiel de tester. Les trucs, benchmark, oufissime, c'est meilleur, ça défonce tout.
Non, enfin, ils sont tous très bien. Maintenant, en fonction de ce que tu veux faire, c'est peut-être un tel qui marche bien, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, ce qu'on observe, c'est que... alors nous, pour une anecdote sur Mammouth, au début, on voulait faire un routeur. Pendant un moment, on nous a demandé un routeur. C'est-à-dire automatiquement, à partir de la requête, essayer de deviner quel va être le meilleur modèle et l'envoyer sur ce LLM. Et en fait, on n'a pas commencé par ça parce que ça rajoute une tâche, etc. Même si on avait commencé à construire une première bêta de ce routeur. Et en fait, on s'est rendu compte à l'usage que c'était pas possible de deviner vraiment qui va être le meilleur parce qu'il y a une grosse part subjective et parce que même sur la part objective, en vrai, le seul moyen de deviner, c'est d'en faire et d'en refaire et de le prompter et de regarder. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est des modèles comme l'M6.org de comparaison par Elo, même les youtubeurs qui font des vidéos en disant je compare, et ils terminent sur un 6-4, ils font requête et puis ils terminent, il y en a un qui a 6, il y en a un qui a 4 et ils disent que Lama a gagné ce qu'il a eu 6 et GPT-4. Mais en fait, voilà, c'est absolument pas scientifique et c'est parce qu'ils ont prompté un par un qu'ils ont pu dire, ok, sur ce prompt-là, dans ce contexte-là, j'ai eu ça qui était meilleur. Et donc, on s'est dit, en fait, le mieux, c'est que vous repromptiez facilement et que vous décidiez vous-même. Et ça, c'est top. Et c'est pour ça qu'on fait un reprompting. Tout ça, ça bouge très vite. La concurrence par les connaissances et tout ça, mais même en termes de... Rien que cet été, on a eu 12 nouveaux modèles. Là, maintenant, tout le monde est censé être en vacances. Et en fait, il y a 3 nouveaux modèles majeurs qui sortent. Ça ne s'arrête pas, mais il y a le côté modèle, mais il y a le côté futur des assistants. C'est-à-dire que ChatGPT, pareil, ça bouge. On développe les agents. Il y a Anthropic qui a sorti une feature hyper intéressante qui est Artefact, qui permet de converser et d'éditer en parallèle l'objet et voir le résultat. Et ça, je trouve ça aussi, le côté produit utilisateur. Et ça effectivement, c'est pas dans le modèle, c'est le produit que l'entreprise choisit d'apporter. Et comment vous faites pour suivre tout ça, faire le tri et vous adapter parce que le rythme il est dingue. Comment tu fais, Luc? Alors moi je lis des newsletters. J'ai des newsletters, c'est ce qui me permet de rester en voilà. Je pense qu'il faut d'abord suivre la chaîne Applied AI. Bien sûr. Bonne réponse. Non mais c'est vrai, il faut. Et donc, mais la réponse elle est là, elle est suivre des influenceurs. Alors vous avez les newsletters, Twitter c'est aussi un espace où quand on a du temps, et là ça prend du temps, mais les choses arrivent sur Twitter très très vite, ça c'est vrai. Et en suivant un certain nombre d'acteurs, ça permet d'avoir les infos. Après, il ne faut pas aller à la vitesse non plus du fame, il faut avoir le temps de voir est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pas pour nous. Il faut laisser décanter un peu le truc pour voir si derrière ça reprend, parce que des fois, ça tourne tellement vite, c'est l'ouragan au niveau de la news et après il faut voir vraiment ce qui en ressort. Donc il y a des choses, on a une politique, on est instantané. Par exemple, un nouveau modèle, là par exemple le Lama a sorti 3.1, dans la journée, 24 heures on l'avait, parce que ça fait partie de notre offre valeur définie. Ici, il y a une update du modèle en cours. En fait, généralement, en plus, ils l'ont déjà testé avant nous. On fait quelques tests de notre côté et on essaie de le pusher le plus vite possible. Vous avez des feedbacks utilisateurs qui vous demandent des features en disant complètement. Déjà, vous avez déjà des retours et des demandes. On nous le demande. Il y avait quoi d'autre qui demandaient les agents, les custom GPT, ça c'est. Midjourney, quand on l'avait pas fait, nous le demandait. Custom GPT, ça. C'est vrai. On nous a demandé les files. Les files, on nous a demandé. Les files, on nous a beaucoup demandé. C'est sorti il y a très peu de temps. Il y a 2 semaines, 3 semaines. Custom GPT, c'est quasiment une épique dans le produit, c'est-à-dire que c'est un peu un mammouth quoi, pour le faire, c'est le cas de le dire, c'est un mammouth pour l'implémenter. On est là pour faire des mammouths. Exactement. Donc c'est le genre de truc, vous êtes prêt à vous lancer à faire un GPT Builder multi-LLM. Voilà, alors après, le truc c'est que oui, la réponse est oui. La réponse est oui, mais tous les LLM n'ont pas exactement les mêmes fonctionnalités. Par exemple, il y en a. Nous, par exemple, l'une des premières features qu'on a ajoutées, c'est la capacité de joindre une image à son prompt. Et en fait, tous les Mistral, par exemple, n'acceptent pas ça. Enfin, on ne peut pas le soumettre. Il accepte que du texte. Voilà, il accepte que du texte. Mais c'est pas leur priorité. Donc en fait, quand quelqu'un joint une image à son prompt, on grise les modèles qui ne sont pas dispo. Donc là, par exemple, il n'y a que ChatGPT, Claude et Mistral qui acceptent une image. Gemini. Et Gemini, pardon, pas Mistral. Et du coup, voilà. Donc nous, on aimerait bien faire des assistants, mais en fonction de ce qu'on lui met, on lui donne en données en amont. Donc si c'est des images, des files, etc., tous les modèles ne seront pas c'est là où vous pourrez faire du routage. Moi, sur un de mes projets, en fait, quand il y a des images pour faire du RAG où il y a des images, en fait, je récupère l'image et je l'envoie, je le fais analyser par un modèle multimodal, je récupère la réponse et je l'utilise dans ton prompt. Je fais du prompt enrichment avec ça c'est intéressant.
On pourra en parler quand on parlera du RAG ou quand on sera dans la partie technique, effectivement. Vous êtes lancé vraiment dans les LLM il y a 2 mois, 3 mois. À quel moment vous avez fait la bascule en disant c'est bon, les LLM, je connais quoi. Enfin, vous savez comment ça marche. En fait, en mars, on a commencé à explorer en mars beaucoup, mars-avril. Avril, on était sur du local LLM à mort. Donc très technique, à faire tourner le truc. À faire tourner le truc sur notre machine, on louait un Mac M3 parce qu'en fait les Mac M3 ils ont une puce, un GPU intégré. Pardon. Ils ont un GPU intégré et du coup ils peuvent faire tourner des petits modèles sans que le PC sans que le PC surchauffe trop quoi. Donc en fait tu sens pas. Ce qui n'est pas le cas de mon Mac. Quand j'avais fait le test avec Mistral 7B, c'était rigolo, mais ça frisait le reste. Quoi. Voilà, et en plus, Mistral 7B, c'est vraiment pas le plus lourd. Mistral 7B, donc voilà. Donc voilà, c'est juste pour se rendre compte qu'effectivement, pour que ça tourne sur la machine d'un utilisateur, c'est compliqué. Oui, non, mais nous, on était pour l'instant. Mais là, j'ai vu des beaux progrès. Mais après, il y aura toujours ce problème de qualité, je pense, c'est sûr. Parce que si les gens veulent le top qualité, ça veut dire que en fait, ça tournera jamais sur leur PC. Voilà. Ça dépend ce qu'on cherche comme valeur produit qu'on va avoir. C'est-à-dire que je pense que sur un Mac, à mon avis, à un moment, il y aura Apple qui va fournir son LLM. Il va super bien tourner en local. Enfin, ils commencent à proposer des choses là-dessus. Ça sera embarqué, quoi. Oui, alors moi, ils m'ont surpris Apple parce que ils ont fait un partenariat avec OpenAI qui était je l'ai un peu vécu comme une sorte d'abandon de leur côté. Un renoncement à mettre en avant parce que pourtant, ils ont plein de petits IA. Déjà sur leur iPhone, en fait, il y a plein de choses. Il peut extraire le texte des images, etc. Enfin, Apple, ils avaient quand même une certaine expertise là-dessus. Alors peut-être que c'est plus sur les petits modèles qui font des petites choses. C'est une question hyper intéressante. Quand on voit qu'il y a des grands comme ça, Apple, qui renoncent, qu'on voit qu'il y a des grands comme Meta, Gemini qui galèrent. Pour et pourtant, DeepMind, etc. Et ils ont du background, ils ont des grosses équipes. Vous, même pas peur, quoi. Non, mais alors nous, on a fait un choix différent, c'est-à-dire que on fait pas de foundational model. C'est ça. On ne compete pas sur le terrain des foundational. Vous avez arrêté de les faire tourner en local. On ne compete pas sur le terrain du foundational model parce que déjà, on le voit, il y a quand même 6 gros acteurs. Oui, il y en a même. Il y en a un peu plus, mais voilà, ça reste une dizaine. Les gens qui font du foundational LLM, c'est pas tant que ça. Donc on va pas, il nous faut des financements de l'ordre du milliard pour. C'est pas notre job, c'est pas notre job. C'est pas ce que nous on cherche. On cherche à faire. Nous on va vraiment sur l'outil dans les mains de l'utilisateur. Et d'ailleurs on pense que donner au bon endroit au bon moment. On pense que la plupart des business, tu l'as dit, motorisés par les LLM. C'est ça, c'est un peu notre machine à vapeur. Mais ce sera la machine à vapeur des applications de demain. Ce qui est carrément pas la même chose que de faire des applications où on utilise le LLM comme un produit pour construire des produits versus construire ce modèle de fondation. Il y a des gens qui font des moteurs très bien. Il y a des gens qui font des moteurs très bien. Non mais c'est vrai. Donc vous vous lancez, vous faites ça. Nous on fait des carrosseries. Nous on fait la carrosserie, on ferait ce qu'il y a. Carrosserie, mais alors, il suffit d'un clic pour changer de moteur. C'est un peu bizarre. La chaîne d'assemblage. Ok. Et donc ça pose des contraintes techniques, en termes de produits, dans le terme de tri, la taille des contextes par exemple, le mode streaming. Après on va peut-être toucher sur la partie un peu plus technique. Comment toi tu gères techniquement ça, mais d'un point de vue future, tu te limites ou ça t'offre de la création, des idées d'avoir des... On y voit plutôt des opportunités du fait que des acteurs fassent des choses différentes, parce que nous, on peut du coup, comme nous on est des intégrateurs, on peut aller chercher la chose pertinente chez tel acteur et l'amener chez l'autre, ou alors au moins la proposer à nos utilisateurs et leur donner le meilleur de chacun. Donc l'objectif c'est ça, c'est d'apporter le meilleur de chaque outil. Après effectivement on doit faire des choix, on peut pas livrer toutes les fonctionnalités par exemple d'un mid-journée sur l'interface tout de suite, parce qu'il y a plein de fonctionnalités, il y a toute une longue tail de fonctionnalités, et donc on fait des choix en fonction de ce qui est pertinent pour l'utilisateur, ce qu'on observe, ce qui est utilisé, ce qui est demandé. Mais oui, c'est des questions. Ça me tuerait d'implémenter quelque chose qui n'est pas demandé. On a parlé un peu des feedbacks utilisateurs. Comment vous les récupérez? Vous avez un peu instrumenté votre plateforme ou c'est plutôt par mail, contact direct? Pour être transparent, il y a tous les canaux autorisés. On a un WhatsApp avec nos utilisateurs qui sont actifs, qui peuvent nous faire des demandes. Le WhatsApp, ils nous font beaucoup de retours. Moi, je dirais que c'est le numéro 1 en termes de retours. C'est des gens qui ont payé notre produit. On leur donne accès à un WhatsApp et ils nous font des retours directement.
Et après, on a des retours par mail, on a des retours par LinkedIn, on a des retours par Twitter, Par Discord, de plus en ouais, plus, par Discord. C'est tout neuf après. Les utilisateurs savent nous trouver. Donc, Et ta roadmap pour les futures, toi tu l'as construit, tu donnes quelle visibilité? Tu fais des user stories, c'est à Pardon, la semaine? les fetchers, qu'est-ce que tu veux dire par fetcher? Bah, je sais pas, une nouvelle fonctionnalité, faire un bien upload sûr, de ouais. fichiers. Ah oui, ok. Tu vois, vous avez, puisque ça change tellement vite, toi tu vois à la Exactement, fin de la semaine, exactement. On ou doit tu essaies de réussir te dire à- à 3 mois, j'arrive à dire un truc à 3 mois, c'est Alors, pertinent, c'est quoi? Enfin, Au début, comme la boîte, elle est toute jeune, on n'avait pas une vision on n'a pas de vision sur 10 ans, ça c'est sûr. On a commencé avec des petits délais, avec une version minimale pour sortir le produit. Donc, qu'est-ce qu'est le minimal? C'était la première question. Ensuite, c'est quelles sont les premières demandes, les premières choses importantes qui nous manquent, qu'on nous reproche quand on commence à nous utiliser. Donc, ça a été livré. Donc, maintenant, on commence à se projeter un peu plus. Ouais. Et en fait, on doit jouer sur ce double jeu où on sait qu'il y a des choses qui vont arriver qu'on va devoir faire tout de suite. Par exemple, l'afflux, on vient de l'ajouter. tu sais qu'il va y avoir des choses qui vont arriver, mais tu sais pas quoi va On ne sait arriver. pas encore lesquelles, mais on sait qu'il va falloir qu'on soit réactif. Ouais. Et de l'autre, il y a des choses, on sait déjà qu'il faut qu'on les ajoute et qui sont dans la roadmap et qu'on veut déjà ajouter. Parce que là, c'est plus du Et rattrapage. il y a des choses moins Des sûres trucs aussi. obligatoires qu'il faut avoir. Obligatoire, ou en tout cas des choses qui seront un apport de valeur supplémentaire. Il y a des choses où on a plus rattraper. de doutes, par exemple, parce qu'il y a certains produits qui prennent, par exemple, les artefacts cloud, c'est un choix produit fort. Ouais. Donc, nous, c'est GPT Builder, enfin un équivalent de GPT Builder aussi. Pour créer tes propres GPT, ouais. Ça demande de l'effort, quoi. Et donc là, forcément, je pense que c'est des choses où ça demande plus de réflexion. Est-ce qu'on veut ajouter ça à notre produit? Parce que on fait de l'image, on fait du texte. Est-ce qu'on pourrait faire de la voix? Est-ce qu'on pourrait faire de la vidéo? Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui est possible dans un abonnement à 10 € aussi? L'élément important pour une feature pour nous, c'est qu'elle va être utilisée par les utilisateurs au quotidien et pas que pour le fun de l'essai, mais parce que ça va leur servir dans leur travail, dans leur activité quotidienne. Et donc ça, c'est un élément décisif, donc et notamment Artefact. Aujourd'hui, on voit le côté waouh, ça, il n'y a pas de doute. Dans l'usage quotidien, on se rend compte que pour que ça marche, il faudrait que ça fonctionne sur des documents, qu'on puisse en live créer par exemple son PowerPoint, son CSV. Et aujourd'hui, on ne peut pas télécharger ça encore directement, notamment pas sur Claude. Et donc, ça demanderait encore un travail qui n'a pas encore été fait pour aller au-delà du j'ai fait un Tetris en une requête qui est fun, mais qui au quotidien, en tout cas pour nos utilisateurs, n'est pas un usage, on va dire, de productivité. Et donc là-dessus, chez Artefact, on adore l'interface, on attend encore, on doit construire avec d'autres types de contenu que ce qui est montré dans les démos Wahoo qu'on voit où on crée un site web. Après, il y a des. Là, tu parlais de côté persona utilisateur, c'est vrai qu'il y a une bonne partie des LLM, des assistants sont à destination des développeurs. Artefact, c'est plus à destination, j'imagine, des créas, des gens qui font du contenu textuel. On pourrait imaginer aussi. Peut-être l'image ou la vidéo, ça viendra également. Le développeur, peut-être du code, mais j'ai pas essayé, j'ai pas vu. Nous, on a regardé code et PowerPoint en fait. C'est ça, il vous fait la page web, il vous fait un petit jeu de vidéo. Mais tu peux pas télécharger en fait, il te sort pas les fichiers quand même. En fait, tu as un rendu de ce que tu veux, mais ce n'est pas télécharge ton zip et t'as l'application. D'accord, ok. Tu dois quand même récolter ce qu'il te dit. Mais moi, je me dis, c'est quand même. Enfin, je parle produit parce que je réfléchis aussi de mon côté. C'est le côté qui peut être aussi différenciateur par rapport à des concurrents comme ChatGPT qui va peut-être pas faire un éditeur Office ou un éditeur PowerPoint. On peut générer du PowerPoint, mais il va pas s'intégrer autant que ce que pourrait faire quelqu'un. Et une boîte qui dit, OK, moi, grâce avec un assistant conversationnel, je vais faire l'édition de mon Google Suite, de mon. Nous, c'est le dream. Ouais, on attend, on va peut-être le faire nous-mêmes, de pouvoir faire du Artefact, mais sur des documents du quotidien. Voilà. Sur des documents du quotidien. Ton Google Workspace et tu édites tes documents. Ça peut être assez. Après, il y a quelque chose qui me fait assez peur, moi, et en fait, c'est effectivement ce dont tu parlais là, c'est l'intégration dans les outils du quotidien. Moi, par exemple, j'ai peur que, en fait, le futur, ce soit, on garde les mêmes outils, ça change pas de ce point de vue-là. Par contre, tous les outils se mettent à jour au niveau IA. Et voilà, donc par exemple, on est dans Excel. Tout le monde va venir avec son assistant conversationnel et par exemple sur Google Workspace, il y a des chances que ce soit ton Gemini, du coup, qui en fait pour éditer ton truc. Ouais, il édite ton truc, ou il te fait ton Excel. Adobe, où tu parles à ton assistant pour éditer ton image et chacun va venir avec son propre assistant. Oui, ton image, ouais. Voilà. Bah, ça c'est une possibilité. possibilité. Après, là où moi j'ai mis des réserves là, sur ce scénario, et c'est pour ça que je crois en Mammouth, c'est que toutes ces IA vont coûter, elles vont être chères.
quoi qu'on en dise, et on le voit, les modèles ils sont de plus en plus gros, de toute façon c'est impossible. Même quand tu as un modèle open source, pour le faire tourner ça coûte cher. Donc tu seras obligé de payer quelque chose. Est-ce que les gens vont payer leurs 10-20 euros, pardon, leurs 10-20 euros sur tous les modèles, enfin sur tous leurs outils? J'y crois pas. Ah oui, non, Donc sûr, c'est pour ça que on a je pense qu'il y a de la place pour un outil qui est efficace dans le terme où il rassemble tout en un et on essaie d'être assez économe dans je notre. pense qu'il y a une place quelque part. C'est-à-dire que ou une expérience répliquée par ailleurs et tout ça parce que c'est pas couvert et que ce que fait Gemini le fera pas par ailleurs ou OpenAI le fera pas chez le concurrent et donc forcément il y a des arbitrages à faire et c'est des bons trucs à prendre. Dernière question sur la partie produit. Donc je m'étire, pardon. C'est physique, les interviews. C'est physique en fait. Et du coup, donc tu as une grosse expérience sur du PO, des beaux projets, hein, on a discuté un peu avant, dans plein de secteurs différents, mais ce n'était pas des assistants conversationnels, c'était de l'IA mais appliqué à des usages métiers. Qu'est-ce que ça change d'être PO sur du... Donc plus de veille, beaucoup plus de veille, oui, beaucoup plus de veille, c'est ça Parce qu'on était dans un secteur plus maîtrisé dans le terme de PO classique. La veille est toujours une partie importante, mais quand vous arrivez dans une grosse structure, une structure qui est déjà installée, déjà validé, il y a beaucoup de features qu'il faut prendre en compte. Le produit est déjà validé, il faut comprendre il y a beaucoup d'éléments internes, il faut aussi beaucoup comprendre comment faire dialoguer les enjeux du design, les enjeux du back-end, les enjeux du front-end, les enjeux du customer support qui a énormément d'informations, les enjeux des sales. Et en fait, il y a beaucoup de travail interne. Ce qui est passionnant dans le product, mais il y a énormément de travail en interne. Parce que les informations, elles ont déjà été captées par l'entreprise, il faut réussir à les architecturer entre elles. Là, il y a beaucoup plus de travail externe parce qu'en interne, il y a Martial et il y a moi. Et donc, on a rapidement fait le tour des inputs et donc c'est à nous d'aller tout chercher. Et donc, la dimension conversationnelle à proprement parler, ça ne change pas tant que ça. Le côté LLM, non, parce qu'en fait, pas tant que ça. c'est vrai que non. Le product, ça se fait sur tout type de produit. Et donc, en fait, il y a des bases de comment raisonner, penser, travailler et comprendre. En fait, l'écoute d'un marché, l'écoute d'utilisateur, c'est les mêmes procédés, quel que soit le produit. Après, il y a des variantes. Si on est dans du B2B ou du B2C, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes scales, on n'a pas le même enjeu. Mais ça reste un métier. Voilà. Et donc, pour ça, effectivement, de faire du conversationnel ne change pas. Ok, cool, super, merci. Du coup, on va passer côté un peu plus tech, Martial. Et du coup aussi produit, ce que je comprends, c'est que tu contribues beaucoup également sur la construction de la stack. Et c'est vrai qu'il doit y avoir un échange un peu plus intense pour pouvoir prendre en main toutes ces choses, toutes nouvelles. Et soumettre des idées, ce qui est faisable, pas faisable. Tu peux me parler rapidement de la stack technique que vous avez mis en place, que tu as mis en place avec pour plaisir. Mammouth. Alors, le but de la stack technique, quand on est deux fondateurs, dont un qui est technique, c'est de la garder la plus simple possible. Vraiment, c'est pour moi un enjeu parce que je sais que si on veut shipper vite, il faut que je fasse ça en peu de code. J'utilise des outils qui me permettent de le faire le plus vite. Donc, moi, je peux donner ce que j'utilise. Donc, j'utilise un framework qui s'appelle Next.js. Donc, je pense que tout le monde connaîtra Next.js, qui est la version React. Là, Next.js, c'est juste la version vue de ce même framework. Donc, qui permet de faire du développement web et aussi de faire... Donc, tu fais ton front-end et ton back-end avec le même code. Donc, c'est vraiment très pratique. Ce framework, il est déployé sur Cloudflare. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est que j'utilise un truc, c'est vraiment du state of the art, c'est vraiment une façon d'exécuter son code dans le serveur qui est vraiment nouvelle. C'est-à-dire que habituellement, les gens, ils déploient des Docker, des containers ou des VM sur lesquels ils font tourner sur lesquels ils exécutent leur code. Ils font tourner leur API, packagent etc. dans des conteneurs leur code et ensuite ils le déploient chez l'hébergeur, le hoster qui va prendre en charge le déploiement du C'est ça. Donc ça, c'est la version un peu standard. Moi, j'utilise les workers de Cloudflare qui sont en fait... c'est assez nouveau. C'est qu'en gros, donc tout est exécuté dans du JavaScript, dans Node exactement. C'est l'engine... qui exécute le JavaScript.
Et la particularité, c'est que c'est exécuté dans ce qui s'appelle des isolates. Donc, c'est une sorte de soundbox dans un process Node.js et qui sont très légers. Donc, très légers, ce qui permet en fait de déployer ces workers. Le modèle de Cloudflare, c'est que quand tu déploies, ça déploie sur tous leurs serveurs en même temps. Donc, ils en ont 50, 52, quelque chose Au comme ça. niveau worldwide. Voilà. Donc, en Vraiment, fait, il n'y a pas de localisation de région, quoi que ce soit. Voilà. C'est disponible partout tout de suite et ça bénéficie de tout l'aspect sécurité, de Cloudflare. de protection Et des DOS, de Cloudflare. Exactement. Et, et ce qui est génial, c'est que donc ça, c'est un mode de déploiement qui s'appelle On the Edge. Et l'avantage, c'est que si tu habites en Australie, qu'il y a un serveur Cloudflare là-bas, ta requête va aller très vite parce qu'elle va s'exécuter sur le serveur le plus proche. Exactement. Et donc là, nous, c'est marrant parce qu'on a des Turcs, des Français, bien sûr, des Américains. Et donc, je suis sûr qu'ils ont pu bénéficier de cette rapidité-là d'exécution. Et donc là, c'est assez incroyable parce qu'en fait, toi, tu es tout seul, mais tu n'as vraiment pas à réfléchir de l'international, de l'accessibilité. C'était tout de suite au plus proche de l'utilisateur, où qu'il soit dans le monde. Voilà. Et tu t'en occupes pas du tout. Et ce qui est génial, c'est que c'est aussi tout JS. Donc, en fait, j'ai une code base qui est dans un langage uniquement. Alors, ça a changé depuis l'ajout des files, mais j'en parlerai un peu après. Mais c'est du tout JS. Donc, vraiment, ton back-end et front-end partagent les mêmes. C'est du TypeScript, en fait. Donc, ils partagent les mêmes types. Donc, ça aide énormément. Et du coup, c'est du JavaScript, du TypeScript, front et back. Et souvent, quand on développe des assistants LLM, quand on débute, on fait des POV et tout ça, on est plutôt sur du Python parce qu'on est bien sûr, beaucoup de frameworks type LangChain. Exactement. Ce qui est monté, c'est le Python. On est des data ingénieurs, des ML ingénieurs, on fait du Python. Donc, assez J'utilise naturellement. LangChain d'ailleurs. J'utilise LangChain, que ce soit en Python ou en JS. Et on va en parler, c'est super. Mais du coup, là, c'est par contre à scale, quand on passe à l'échelle, on passe directement sur du TypeScript et des hébergements modernes plutôt. C'est ça. Alors, il y a Vercel aussi, je crois. Vercel, c'est exactement le même. Je ne l'ai pas utilisé, mais d'après ce que j'ai lu, c'est exactement le même fonctionnement, effectivement. Il y a aussi Deno qui fait ça, je crois. Alors, le désavantage, c'est que comme on fait tourner dans un sous-process de Node, en fait, on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités. Donc, le seul truc qui va marcher, c'est vraiment du JS pur. Donc, on est quand même très restreint. C'est un truc nouveau. C'est génial, ça a plein d'avantages. Mais c'est pas trop compliqué à prendre en main? Alors, tu faisais déjà du JavaScript, TypeScript avant, tu connaissais tout ça? Ouais, je connaissais ça, mais je n'avais pas utilisé ce mode de déploiement. Et effectivement, il y a beaucoup de restrictions qui m'ont posé des problèmes, surtout au début du lancement. Parce que pour que ça fonctionne, en fait, certains paquets sur lesquels tu reposes d'habitude ne fonctionnaient pas. Donc voilà, c'était quand même assez compliqué à mettre en place. C'est pas quelque chose que je... Disons que maintenant, c'est quelque chose que je comprends bien et donc je trouve que c'est pratique. Mais si on veut rester flexible, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Si on veut rester flexible, voilà, que les outils qu'on connaisse bien marchent. Voilà. Je peux donner un exemple. Par exemple, pour les files, on devait faire un RAG sur un document. Donc prendre ce document, en extraire le texte et ensuite faire une similarity search pour extraire ce qui est important par rapport au prompt et ensuite fournir ça au LLM. Donc, prompt enrichment. Voilà, donc c'est ça le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher des informations intéressantes avant, on les met avec le prompt et comme ça on sait que le LLM il a le bon contexte pour répondre à la question. Et donc là, il fallait jouer avec des fichiers, etc. Et ça marchait pas bien dans Cloudflare. Enfin, clairement, c'était pas quelque chose que je pouvais faire de façon simple. Donc là, pour ce cas particulier, j'utilise je fais du Python, donc je fais tourner un container sur Google Cloud. Et carrément, voilà. T'es pas resté dans Cloudflare? Ouais, mais alors là vraiment, parce que Cloudflare est très restrictif, encore une fois, dans ce que tu peux faire exécuter et dans ce que tu peux exécuter dessus. Et alors que si tu fais un container, en fait, ça veut dire que tu as complètement la main sur ce que tu mets dedans. Sur ce que tu mets dedans, voilà, donc tu fais tourner ce que tu veux. Et là, il se trouve que tu as parlé de LangChain, c'est l'un des frameworks les plus connus qui te permet quand même de réutiliser beaucoup d'outils déjà faits. En Python, pléthore de ressources.
Donc j'ai utilisé ça et j'avais besoin de Donc faire tout ce qui est un peu plus traitement LLM pur, un peu plus lourd. LangChain, LangChain en Python. LangChain en Python. Mais j'utilise quand même LangChain TypeScript dans mes workers. C'est compatible. Donc LangChain, super, ils ont fait un beau boulot là-dessus. C'est compatible. Et là, c'est essentiellement des call API qu'on fait. D'accord. Donc c'est quand même, disons que je dirais que 90% du business tourne sur la partie workers de Cloudflare et en TypeScript. Ouais, et pour le RAG et des trucs comme ça, on a du Python. Ok, et du coup, TypeScript et Nuxt.js, ça t'offre l'agilité de délivrer de la feature rapidement. Ouais. Là, tu utilises des LLM pour produire le code, tu codes à la main. Comment tu fais pour aller vite? Parce que tu es tout seul, tu as tout le bac à gérer, le déploiement, donc c'est toi qui bosses encore ou tu... Ouais, complètement. Alors, ce qui est très drôle, c'est que on parle de la GenAI, on parle du fait que ça va remplacer les développeurs et tout. On n'y est pas, mais du tout. Enfin, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'avais vu une vidéo là-dessus d'un mec qui disait, mais pourquoi tout le monde ment sur ce sujet? Parce qu'en fait, le code, Claude, même les meilleurs LLM du moment, ils vont te générer des très bons snippets, c'est-à-dire de code assez standard. Mais dès que tu dois faire de la modification d'une code base existante, etc., ça va être vachement plus compliqué. C'est à se demander même s'il va pas te faire perdre plus de temps. Mais alors, moi, ce que je me pose la question, c'est pourquoi les gens veulent que ça fasse trop tout. Parce que déjà, rien que générer le côté Snipset, mais moi, je suis augmenté tellement par les LLM et je code plus sans. J'ai plugué un code Stral ou un GPT dans mon PyCharm et du coup, j'ai une productivité de ma bouche. Je demande à changer le code, changer une petite boucle et tout ça, les optimiser. D'accord. Ils se débrouillent très bien. Je ne vais pas demander à générer toute mon application d'un coup. Et ça, je n'ai pas fait. Il y a des problèmes de contexte. Je l'utilise plein de problèmes de toute façon pour le faire encore. Ouais, bien. Je pense que pour répondre à ta question, je pense que les gens, ils ont vu que tu pouvais parler, avoir une réponse, ça ressemblait à une réponse humaine. Donc de là, on peut très vite se dire, bah vas-y, fais tout pour moi. Vu qu'on a une discussion et que ça semble humain, et qu'il est intelligent en plus, parce qu'il a souvent il a plein de... Ce qui revient un peu au début de la conversation, on a l'impression que ça va tout faire, quoi. Oui, donc on pense que ça va tout faire, mais non en fait. Qu'on a joué avec et qu'on comprend ce que ça peut faire, mais rien que ce que ça sait faire, c'est déjà assez génial pour pouvoir te faire gagner encore. Mais je l'utilise beaucoup. Je dis pas que moi, quand je parlais de remplacer les développeurs, pas un remplacement. Non, voilà, c'est pas du tout un remplacement, mais je l'utilise beaucoup. Tu es augmenté par les LLM pour augmenter ta productivité sur le code. Dès que j'ai besoin de snippets, en fait, il te fait une sorte de template un peu de ce que tu veux. Après, tu changes tout. Il génère un boilerplate ou un petit... tu te dis non, là, je veux pas ça. Ou alors là, je l'ai mal prompté, il a pas utilisé le paquet que je voulais. T'as pas codé. Voilà. Non, mais clairement, j'utilise. Après, on a besoin de quelqu'un qui réfléchisse vraiment à l'architecture, à l'efficacité du code, etc. Et ça, ils y sont pas encore. Je pense que ça aide beaucoup les développeurs qui savent coder, qui savent faire des architectures, et du coup, tu n'as plus à passer du temps à faire tous les petits trucs. Ceux qui apprennent, en fait... Moi, j'ai de la peine pour eux parce que je me dis, mais comment ils vont faire? Parce qu'on leur dit qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre, ou presque. Alors, ça va être, je sais pas comment vont faire un nouveau développeur. C'est génial pour les mecs qui ont 15 ans d'expérience, 10 ans d'expérience et qui en ont marre de faire des trucs qui servent à rien. En tout cas, qui perdent du temps et tout ça, mais du coup, tu as une productivité. Je pense qu'effectivement, si tu as déjà une expérience pré-GenAI, c'est génial. C'est un outil qu'il faut absolument... Basculer sur les nouveaux langages. J'étais Java, Scala avant et encore j'avais arrêté de coder il y a un moment. Ah oui, Ouais, et du coup, je suis passé là, à Python pour m'y mettre. C'est ChatGPT qui m'a appris le Python, quoi. Et là, justement, je regardais sur l'hébergement, je voyais Vercel, Cloudflare, TypeScript et tout ça. Je vais m'y mettre, mais ça va être super facile de passer l'un à l'autre. Python, TypeScript, utiliser les deux, j'utilise les deux du coup. TypeScript, bien pour Cloudflare Workers. Ouais. Et pour le RAG, j'utilise le Python. Parce que j'ai besoin de faire des choses qui marchent pas. En fait, ça marche pas dans un environnement JavaScript. D'ailleurs, tous les tools, surtout les documents loader, quand on va dans la documentation LangChain, on peut voir, la plupart marchent avec Node spécifiquement, donc pas dans les workers. Et en fait, je me suis dit, je vais le faire en Python parce que c'est beaucoup plus stable. Enfin, ça marchera dans un container sans problème. Voilà. Et là, tu es parti chez Google. Et là, je suis parti chez Google. Pourquoi Google? Alors Google,
Il y a plusieurs raisons à Google. Déjà, la première, on a eu des crédits. Ah, c'est cool. Donc ça, c'est la première Merci grosse raison. Google. Mais oui, AWS aussi pourrait parfaitement être une alternative. Pour être tout à fait honnête, on n'est pas encore fixé sur quel cloud provider on va utiliser vraiment de façon pérenne. Là, moi, je suis dans une phase, j'utilise l'un, l'autre, et j'essaie de tester. Là, je suis sur Google Cloud, ça marche bien, je suis content. Tu suis un peu ce qu'on raconte? Ah, Parce que je te vois un peu le côté comme ça, tu t'écartes. Non, mais je suis désolé, mais je te laisse parler après. Excuse-moi. Je monopolise la parole. Je monopolise la parole, désolé. Non, c'est Non, pas non, mais ça, c'est c'est le côté peut-être tech produit, et du coup, je pense que. C'est ça, Mais, c'est exactement c'est le côté produit qui se dit. Alors, Qu'est-ce qu'il me raconte, quoi. Luc est très tech. ouais, je me dis quel message. Il est très tech. Il faut juste savoir que avant qu'on lance le produit, avant notre lancement en juin, Luc avait fait tout le produit en no-code sur Bubble. Ouais, avec Bubble. Une semaine, enfin, il réalisait une semaine avant moi et on s'était dit même est-ce qu'on réalise pas ce produit avant le vrai produit avec du code, tellement il y avait tout sur ça. D'ailleurs, il y a même certaines features qui étaient sur ton Bubble qui sont toujours pas dans la. Donc tu prototypes sur Bubble. Bah, il avait fait carrément. Et encore maintenant ou t'as. Non, là maintenant fini. Là maintenant on est full produit. Parce que quand même... C'était au début. Okay. Mais j'ai fait des produits avant sur Bubble et beaucoup de prototyping. C'est vrai que c'est puissant. Excellent. Grok. Ouais, Grok, on peut en parler. Grok, on l'utilisait au début. Vas-y, je peux te laisser parler là-dessus. Oui, alors je sais pas si c'est toujours aussi pertinent parce que en fait, là, ce qui est génial avec Grok, c'est qu'ils permettent de faire les LLM hyper rapides. Grok avec un Q, hein, on est d'accord. On Grok parle de Grok, pas XAI. Ouais, non, on parle de Grok, ouais, voilà. Ouais, tiens, justement, on va dire qu'on n'est pas présenté, parce que je crois que j'en ai parlé sur la chaîne. Ouais. Donc Grok, ils font des processeurs spécifiques pour le LLM. Et ils ont NPU, je crois qu'ils appellent ça. Et ils hébergent, hein. On appelle pareil, on lance les traitements. C'est vraiment une solution qui est géniale parce qu'ils font les LLM les plus rapides et notamment en avril, quand on a découvert ça, la vitesse est beaucoup plus rapide que ce que faisait GPT. Alors, ils se sont accélérés maintenant, GPT 4o, Claude 3 aussi, ils ont accéléré largement, mais ils sont encore derrière quand même qu'un Grok qui opère un Llama 3 3.1. Alors, du coup, là, vous hébergez certains de vos LLM fondations sur Grok. C'est vous en qui fait, les hébergez. le Lama. Non, on les héberge pas, on utilise leur API. Enfin, c'est un Llama Grok. C'est eux qui hébergent. Eux, ils l'hébergent. D'accord. Après, ils le font tourner sur leur hardware. Ok. Parce que Llama, il ne propose pas en API. C'est open source, c'est débrouillez-vous chez vous, donc on peut l'avoir sur, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, Hugging Face, Amazon et tout ça. Exact. Ils Après, le font pas eux-mêmes et Grok. Faudra que tu payes pour l'exécution. Mais effectivement, tout le monde peut l'avoir chez Alors, si nous entendent, on attend qu'ils mettent le Llama 3.1 405B sur leur système hyper rapide, parce qu'on a hâte de se réintégrer à Grok. Mais en attendant, on a dû faire un choix effectivement difficile qui était est-ce qu'on garde la 3.1 70B pour être sur Grok et avoir la vitesse de Grok, ou est-ce qu'on dit bah non, on veut le meilleur modèle, c'est le 405, il n'est pas sur Grok, donc on va le chercher ailleurs. Et pour l'instant, on a fait ce choix-là parce qu'on s'est dit voilà. Rester sur Grok. Non, on va prendre le 405. Et vous êtes donc on a le meilleur. Donc aujourd'hui, c'est Fireworks. Fireworks, ça s'appelle. C'est Fireworks AI qui est très bien, qui fait. Mais c'est pareil, même business model que Grok en fait. Hein, ils exécutent des modèles open source chez eux et voilà. C'est comme Replicate, pareil. Grok, c'est plus rapide et donc dès qu'on a l'occasion, on mettra sur Grok. Et c'est en termes de coût, c'est aussi. En termes de coût, c'est comparable. C'est comparable. Non, Grok, ils ont vraiment une offre très intéressante. En plus, sur peu de requêtes. Par exemple, si quelqu'un s'en sert sur peu de requêtes, Grok c'est gratuit jusqu'à 30 requêtes par minute. Ok. L'ordre de grandeur, je crois, c'est $3 de tokens d'input, $3 par million de tokens en input et $10 par million de tokens en output. Et on peut déployer ses propres modèles, on peut déployer son propre Lama ou son propre Mistral, ça. C'est eux qui gèrent. Non, il me semble qu'il faut utiliser leurs API. Il faut utiliser les modèles chez eux. Donc l'intérêt, c'est la performance. L'intérêt, c'est la vitesse. C'est vraiment la vitesse. Et le coût qui est compétitif par rapport aux autres. Et le coût qui est très intéressant, tout à fait. Tac. Je crois qu'on a parlé un peu de tout. Pardon ? Ils ont un playground, donc s'il y en a qui veulent essayer. Ils ont un playground, ouais. Après, on pouvait pas tester le 405. Ils ont mis, mais bon, je pense que là c'est bon. Il faudra qu'on reteste. Mais... Allez, dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter à la stack ? À la stack technique. Quel regret tu as pu avoir ? Je vois que tu dégages des trucs que tu trouves pas intéressants. En fait, là, on a un gros changement. On a un gros changement à opérer. C'est-à-dire qu'on veut transformer notre app. On veut en faire quelque chose d'installable, une PWA. Ouais. Voilà. Et, alors, PWA, explique. PWA, c'est Progressive Web App. Et en fait, ce sont des apps qui, tu peux les installer.
Ok. Et elle marche hors ligne en fait. Donc ça, du coup, le rendu, c'est que tu as l'impression d'avoir une app sur ton iPhone ou ton Android. Tu vois, il y a une icône, sauf que quand tu l'ouvres, en fait, il y a un navigateur derrière. C'est comme si tu étais dans ton navigateur et c'est offline. Donc tu as. Voilà, c'est juste une expérience app, mais pour une web app. Mais quand tu fais des appels API, Et voilà, quand tu es hors ligne, tu peux pas les faire, mais du coup, tu dis, ah, tu es offline, comme le ferait une app. donc tu auras accès à ta conversation, ton historique. Ouais, voilà, c'est ça. Ce serait, voilà, voilà, exactement, ton historique. Mais oui, tu aurais quand même besoin d'être connecté. Et quand tu es connecté, c'est comme si tu étais sur le web, voilà, c'est la même chose. Mais ce qui est cool, c'est que tu es sur ton bureau, tu peux l'installer, donc tu as l'icône. Tu es sur ton mobile, tu peux l'installer, donc tu as l'icône aussi. C'est vraiment plus accessible. Donc voilà. Enfin voilà. Sauf que maintenant, on commence il y a beaucoup de choses. Il y a Cloudflare Workers, server-side rendered une bonne partie de notre app. Voilà, donc server-side render, ça veut dire qu'on exécute le JS côté serveur pour renvoyer du HTML. Enfin, c'est une question de performance, c'est histoire que l'utilisateur ait plus vite un rendu. Plus ce côté PWA. Donc voilà. Donc il y a pas mal de. Moi, enfin. Je ne sais pas si je veux rajouter un truc dans la stack, c'est plutôt je veux simplifier. Encore une fois, quand on est une startup, on veut aller au plus simple, on veut avoir le moins de code possible pour pouvoir le refactorer plus facilement, pour pouvoir shipper de nouvelles features. Et là, toi, tout seul, pour l'instant, on va parler des next steps justement, peut-être l'équipe qui grandit ou pas, c'est quoi le planning, mais toi tout seul, là, tout ce que tu as, tu arrives à le maintenir et à le gérer. Oui, alors moi, je vois, j'en parle à Luc souvent, je vois souvent là où quelqu'un pourrait m'aider, je le vois, tu vois. Je me dis, là, si je faisais ça et que lui, il s'occupait plus de Python, Rack, backend, des choses comme ça, tu vois, je vois clairement l'avantage d'une nouvelle personne dans l'équipe. Maintenant, nous, on est parti sur une stratégie où on se dit, à deux, on peut aller très loin quand même. Avec les clients, on aura plus de cash. Ça justifiera aussi plus une levée. Et à partir de là, on pourra embaucher. Voilà. Donc, et on verra ensuite ce qu'on peut faire. Mais à deux, on peut aller loin. Ok. Mais ça enregistre. Et donc là, ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Il y a eu un petit saut, mais ça ira. Et donc là, quand tu demandes peut-être quelqu'un de plus, lui, je te dis, t'as qu'à installer CodeStral et t'auras un développeur en plus. Mais installe David, installe un agent et arrête de me faire chier. Oui, non, mais voilà, encore une fois, ça fait pas le travail d'un développeur, surtout d'un bon développeur. C'est vrai que là-dessus, non mais c'est une question de temps, on va parler du coup de next step. Après c'est vrai qu'on aime bien on veut se pousser un peu au bout avant de faire grandir l'équipe, quoi. Ouais. Enfin, au bout de ce qu'on peut. C'est quoi les prochains jalons que vous donnez en termes sur Mammouth pour grandir, sur les features ou sur tout le scale. Ouais. En fait, on peut dire nous. Les fonctionnalités, on a deux axes. Le premier, c'est de rester à jour sur les fonctionnalités qui sont importantes dans les outils actuels existants. Donc, c'est de la veille. Et la deuxième, c'est de continuer notre différenciation et apporter des points de valeur nouveaux et supérieurs. Donc ça, tout ce qu'on va pouvoir faire, on va le faire. Par exemple, la prochaine qui va venir, c'est les assistants. Et on va prendre un modèle, on préfère le modèle de Claude. Alors, tu peux définir ce que c'est pour toi un assistant? Pour GPT, c'est des custom GPT. Donc, une sorte de GPT. On peut pré-prompter, lui donner des documents et lui faire parler sur un sujet en particulier où il est expert. Ça, c'est quand même assez largement utilisé par les utilisateurs de ChatGPT. Pas par tous, mais assez largement utilisé. C'est pas connu. Moi, c'est pas connu. En tout cas, dans le monde de l'entreprise. Les custom GPT. Ouais, alors que je pense que c'est. Ils n'ont pas d'autres formats. On a pas mal de gens qui nous font des retours et qui disent qu'ils utilisent ça. Enfin, des gens qui font leur propre GPT et après ils utilisent que ça. C'est ça. Je pense que ceux qui utilisent, ils connaissent, ils utilisent ça. Moi, personnellement, je n'utilise pas. C'est pas la première fonctionnalité, c'est sûr, qui est utilisée, mais il y a quand même un nombre important d'utilisateurs qui le demandent. Moi, je trouve que c'est génial. Et on pense que ça a du potentiel conséquent. Et surtout si c'est bien fait, par exemple, si on lui donne des documents qui sont bien enregistrés en mémoire, et que quand on lui pose la question, il a toujours ce contexte de documents. Donc les assistants, super. Ça c'est super. Et on va aussi les faire dans un espace. On hésite à appeler ça espace, peut-être pas parce que peut-être que le marché n'est pas mûr pour un nouveau mot, mais en tout cas on pense qu'on peut appeler ça espace où à la fois on peut paramétrer son assistant et suivre l'historique des conversations qui fonctionnerait un peu comme un fichier, comme un projet, et on aurait un assistant par projet et des conversations au sein de ce projet. D'accord. Moi, le truc que je regrette, c'est le côté GPT Store, parce que j'attends la commercialisation des GPT. C'est toujours pas fait. On l'a lancé en novembre l'année dernière et c'est toujours pas fait.
Mais alors, ça, Ah je oui, suis c'est pas vrai. sûr de comprendre. Donc, c'est un custom GPT que tu, Mais qui est vendé, que qui tu est pas vendrais. public, quoi, Ah ouais. faut le payer. Alors, déjà, il faut payer pour avoir les GPT. Il faut avoir Bah, il l'abonnement faut payant. l'abo, ouais. Mais là, du coup, tu peux publier tes GPT dans le GPT Store, donc il est recherchable, tu Ouais. y accèdes, et s'il y a C'est pas des gens le qui l'utilisent beaucoup, tu récupères, Tu récupères une partie de l'argent de l'utilisation Ah de ton là 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 GPT. là là. Donc, voilà, ça, Et le problème, c'est que j'utilise pas assez les GPT et je me suis pas rendu compte assez de l'avantage d'un bon pré-prompt pour me rendre compte de surtout ça. que pour pas le refaire à chaque fois, quoi. Une fois que tu Ouais, fais mais d'accord, mais ton est-ce que truc, c'est. et tu mets de la doc, des Non. instructions, tout ça, tu les mets, tu mets ton chain of thought et tu réutilises, conversation starter. Et Mais ce ensuite, que tu je peux... challenge, c'est est-ce que faire son propre custom GPT, c'est pas mieux au final? C'est ça que je challenge. Parce qu'en gros, ce qu'on veut, Ah, c'est une bonne ce question. qu'on est en train de dire avec les stores, c'est que tu as des gens qui vont faire des prompts Mais tellement bien faits. Mais non, mais tu as les actions. Tu mets des appels API et tu vois, par exemple, tu as Canva, tu Ah fais oui, des appels à ah Canva, oui, ah tu non, mais fais, ça, ah oui, non, tu mais fais des d'accord. appels à tes propres Ah bases oui, de oui. données. Moi, j'ai fait des GPT où tu fais Ah des oui, appels mais à tes services non, mais- web ah, et tu mais les du coup- complètes et tu mets ton propre RAG et Oui. tu fais Ouais, un j'ai truc vu ça. hyper spécifique. Et Moi, tu il y fais- en a un que j'utilisais pas mal, c'était pour faire des schémas mermaid. Donc en fait, il te fait des schémas dans un certain. Mais du coup, il te render aussi le schéma. Ouais, et Enfin, ça, et le il fait un rendering call. se fait pour le faire. Il fait un fait call appel. API. Ah, mais du coup, en fait, c'est Je c'est un t'invite à business. regarder le GPT faire un GPT pour les back-office. Non, Je t'as me raison, t'as connecte raison. à HubSpot avec Zapier et du coup, je fais même par exemple, j'édite un contrat automatiquement en ayant extrait les informations depuis Papers, donc, ou Infograph ou quoi que ce soit, et du push ensuite le contrat sur sur ton Google En fait, Doc. c'est des GPT qui sont pluggés à Qui sont- d'autres outils externes. Non, mais effectivement, là, du coup, tu peux construire ce que tu veux. Donc, Ouais, et du coup, ouais, c'est ça se comprend qu'on puisse le faire payer. Ouais. c'est super intéressant. C'est et pas du- juste un pré-prompt. Ah bah non. Ouais. Et après, tu peux le déployer en équipe. Donc, ton GPT, tu as fait ton prompt super nickel et tout ça. Et après, tu le distribues à l'équipe dans ton entreprise. Donc, tu as des versions entreprise où tu peux, ta task de back-office, de RH ou tout ça, de sales, bah, tu le partages. Là, Ouais, j'ai fait un GPT pour le faire du sales marketing. Bah, tu le donnes à toutes tes équipes de On a sales besoin de ça. partagées. On a besoin d'un Voilà. GPT sale. Donc, là, ça, c'est pour les next steps. Donc, objectif de nombre d'utilisateurs, Alors l'objectif, bah, Voilà. c'est d'atteindre les 10 000. Là, on a, les 10 000. là, on en a 150. C'est Ok, quand même. pas mal. Voilà, on est quand même. Enfin, ça nous paraissait. Faut juste se dire que ça nous paraissait très loin. Il y a 2 mois, on Il y a, n'existait pas. il y a 2 ans, on n'existait pas et on était là. 150 utilisateurs payants. On était là, mais sans, Ouais. sans voilà. Et maintenant qu'on est à 150, en fait, on se dit 1000, ça paraît loin, mais en fait, vu on avait déjà eu ce sentiment avant, voilà. Bon, la partie va le faire. vision, tendance, génial, on a déjà pas mal discuté. J'ai une vision. Moi, je pense que actuellement, il n'y a pas assez de modèles d'image. Je pense qu'il y a de la place pour des nouveaux modèles Et d'image. musique alors. Bah alors, Ouais, ouais, je c'est- connais Suno. Moi, j'ai utilisé Suno un peu. J'ai eu des feedbacks de Créa Musique qui dit que c'est encore très Ouais, loin parce du qu'on parle compte beaucoup et du texte, mais C'est plus facile. Ouais, Ouais. des images, en fait, bah là, quand on voit que ce flux sort et que. Je sais plus qu'est-ce que ça apporte. Là, on a vu 2 gros intérêts. Mais vas-y, je te laisse parler. Aujourd'hui, ils ont un avance sur 2 points, le texte, l'intégration du texte, Ah ouais. qui font ça sans faute, c'est Ouais, énorme. parce que c'était Ouais, Et insupportable. ça, après, les ils outils, disent ça aussi marche sur l'anatomie, ils peuvent faire moins d'erreurs, même si là-dessus, objectivement, nombre de on doigts. voit de moins en moins d'erreurs quand même sur les autres modèles. Oui, Ça reste, Ça, s'ils ont un c'est- petit c'est cran résolu d'avance, chez et eux, ça quoi. c'est essentiel. texte Et et voilà. Mais surtout le texte, hein, c'est vraiment bluffant. Parce que c'est vrai, ouais, quand on veut Donc faire on parle une du image, texte et Mais l'intégration mettre du une pauvre texte dans phrase, l'image parce un que pauvre texte, souvent, et c'est vrai que sur les modèles d'Ali, Midjourney, Et alors tu le vous finissez répètes. par l'avoir, mais il vous le fait pas du premier coup. ouais, ce qui est étonnant. Ce qui est Ce qui est le côté surprenant. recherche. Ouais, Mais ce qui, pour chacun nous, est arrive à faire hyper des choses. encourageant parce que nous, la stratégie on parlait de vision, la vision d'OpenAI, ils veulent tout faire eux-mêmes. Ils font tout eux-mêmes. Ils font les images, ils font le texte, ils font les vidéos, ils font l'interface, ils font les différentes plateformes, ils font tout ce qu'il y a à faire, le tooling, l'embedding, le RAG, etc. Nous, on a une vision qu'on va rien faire nous-mêmes, on va prendre chez celui qui fait le mieux et qui est devenu expert. Et effectivement, Et on va se focus ce sur genre le produit. d'évolution, comme flux, etc., montre que ça va dans la direction qu'on voit, que en fait, ça va être très dur pour un seul acteur de suivre bien faire. tout, nickel, parfait, ça va être très dur. Et là, ici, ils ont du mal à livrer aussi leur Sora, etc., parce qu'ils sont partout à la fois. Et en fait, comme il y a du monde sur tous les sujets,
Peut-être qu'en solo, c'est les plus gros, mais si on prend la somme de tous les gens super qui se lancent sur un point particulier, en tout cas, ils veulent faire du Apple, c'est ambitieux, ils peuvent, mais on pense qu'il y a de la place pour de l'intégration. Ok, super. On va terminer. Je pense que tu réservais une petite surprise pour Oui. les spectateurs de la vidéo. Si vous avez réussi à suivre jusque-là, on vous offre du coup avec Pierre un promo code qui vous permet d'avoir accès au premier mois sur Mammouth gratuitement pour les 1000 premiers utilisateurs de ce code. Et du coup, le code, c'est Mammouth Applied AI. On va l'afficher en bas. L'affiche. Voilà. Et donc, directement à la vidéo. Venez découvrir tous ces modèles et puis le reprompting sur Mammouth. Et franchement, ça vaut le coup. Honnêtement, là, ça fait quelques semaines que j'utilise et c'est vraiment assez hyper intéressant. On espère ajouter plus de features et améliorer le produit autant que possible dans les mois à venir. C'est notre focus. Pour la rentrée surtout. On a un gros... Voilà, donc vraiment, je vous invite à découvrir Mammouth. Ce promo code, c'est vraiment l'opportunité de le faire. Ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps et découvrir tous les différents LLM, la génération d'images qui marche. Parce que souvent, je me suis pris bien la tête avec notamment Midjourney pour faire avoir des trucs qui fonctionnent. Même, je trouve que DALL-E, ça fonctionne bien mieux en mode via votre application qu'en mode conversationnel. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'arrive plus rapidement au résultat que je souhaite. On comprend tout de suite. Et du coup aussi, si vous êtes une équipe de builders comme Mammouth, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour faire continuer la série. Je pense qu'on a pris plein de choses hyper intéressantes. C'est fait vraiment plaisir que vous ayez partagé votre retour d'expérience. Plein de choses vraiment qu'on voit sur la théorie et que là vraiment des trucs très concrets et c'est vraiment assez génial de voir des jeunes comme ça motivés qui font les choses, c'est comme ça qu'on avance. Donc merci beaucoup. Merci et peut-être call to action, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne? Bonne. Vous qui êtes des auditeurs réguliers, qu'est-ce que vous aimeriez comme prochain sujet? Moi, j'aime bien que tu parles de Mistral. J'aime bien quand tu fais des notions Mistral. Ouais. Parce que Cocorico, quoi. Je veux dire, faut quand même promouvoir et ça marche le système français. Ouais. Et encore une fois, moi, pour l'avoir utilisé chez vous, je trouve qu'ils sont vraiment très bons. Ils sont très bons. Ouais. J'espère qu'ils vont s'améliorer encore. C'est vraiment super. Ouais, le sujet artefact, je pense que c'est très intéressant parce que d'un point de vue interface, il y a vraiment une nouveauté qui est je ne délivre pas que du texte. Je délivre tout type de contenu et pas non plus que de l'image. Mais tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire du site web, du graphe avec des cases cochables, du spreadsheet, etc. etc. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, ils ont commencé à toucher quelque chose sur l'étape d'après d'un point de vue utilisateur. Voilà. Carrément. Moi, je suis maintenant, c'est pas encore. Et je trouve ça dingue, c'est pas ça qu'on parle. On va parler des scores, tout ça, alors qu'il y a des features comme le GPT Builder ou Artifact, c'est des trucs qui changent vraiment la vie au quotidien des utilisateurs et ça reste low-key comme ça passe sous le radar, alors qu'en fait, c'est vraiment des choses qui changent la donne, quoi. C'est des choses qu'on parlait. Merci beaucoup. Je vous invite également à donner vos propositions en commentaire sur ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, que ce soit rencontrer des équipes de doueurs, si vous avez des idées, ou des sujets de vidéo. N'hésitez pas à les partager. Merci à vous et à la prochaine. Salut. Salut. Salut, petit dab. Merci.